Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci au professeur Raoult pour cette invitation. Alors, je dirais que, évidemment, je n'ai aucun conflit d'intérêt sur le sujet présenté aujourd'hui, puisque je suis professeur à l'Université de Genève. Bien entendu, je n'ai strictement aucune compétence sur les aspects santé, sur les traitements, etc. Mais par contre, je dirais que j'ai une double casquette, puisque j'étais effectivement professeur de sciences économiques, et ce qui me permet de réfléchir sur les problèmes de modélisation. Et je m'excuse auprès de vous auparavant si sur cet aspect-là je dis des choses assez banales, mais comme la diffusion est assez large, je pense qu'il faut insister sur certains aspects de modélisation qui posent problème. Et puis également, je suis professeur en sciences de la communication et des médias. Bien, alors, je m'appuie principalement sur une étude en cours de publication, dont vous avez là les références. Elle sera peut-être publiée début 2021, elle est dans les circuits, elle est pas, j'ai aucun retour des évaluateurs. Et on a étudié, vous avez vu le titre, Médias, sciences et idéologie, la polémique sur la chloroquine. On a pris la période février 2020 à juin 2020. Alors, cette période, alors pourquoi cette période? Tout simplement parce qu'on a travaillé sur cette période et puis après on a mis du temps pour développer notre recherche. Mais ça reste une période très intéressante parce que tout au long de cette période, on peut dire qu'il n'y a vraiment aucun argument scientifique qui donne une tendance sur le traitement. Et donc ça permet d'observer ce que les médias font pendant cette période alors même qu'on est dans l'incertitude la plus totale. Donc finalement, vous voyez, la question que je vais aborder aujourd'hui, c'est quel est le positionnement des médias sur ce sujet, comment ils se sont positionnés, quelle est la présentation des débats. Alors je vais d'abord commencer par les relations complexes entre les médias et la science et essayer de vous montrer l'origine des difficultés. L'origine des difficultés, bon d'abord elle tient au caractère spécial de la communication. L'un des auteurs les plus connus, les plus cités, bien que ce ne soit pas du tout, c'est un psychiatre, Paul Václavic, qui est un des membres éminents de l'école de Palo Alto et celui qui a écrit, qui a développé notamment l'idée on ne peut pas ne pas communiquer, c'est-à-dire que tout est communication. Et à partir du moment où tout est communication, déjà on comprend que c'est compliqué, et Václavic donne une anecdote à ce sujet, il donne beaucoup d'anecdotes dans ses ouvrages, et il insiste sur le fait que le traducteur c'est le tradutore, et le traître en italien, le traître c'est traditore. Donc il montre bien qu'on peut passer facilement du rôle de traducteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va communiquer, à quelqu'un qui devient un traître. Donc voilà déjà un peu ce point de départ qui est important quand on réfléchit au rôle des médias. Alors, pour revenir au cas de la chloroquine, c'était une question, je me souviens, qui devait être traitée très rapidement, une question scientifique qui allait être traitée très rapidement. Pourquoi? Parce que il y avait les essais Discovery, je crois que c'était vers la mi-mars, on disait dans 15 jours, 3 semaines ou plus tard, Discovery aura tranché, on saura si tel traitement est valable, si la chloroquine est valable, etc. On constate évidemment qu'aujourd'hui aucune vérité n'apparaît, et la question que je pose, c'est pourquoi ce débat a-t-il pris une telle tournure polémique? Je pense qu'une des explications, c'est qu'on ignore les aspects fondamentaux, je parle notamment des médias, qui ignorent notamment certains aspects fondamentaux des crises qui se situent dans un contexte de risque et d'incertitude. Et le risque, c'est quoi? Le risque, c'est le fait que finalement, par rapport à un danger, on est capable de mesurer les probabilités d'occurrence. Oui, il y a 30% de chances qu'il se passe ceci ou cela. Et puis on est capable de mesurer, d'évaluer les effets, la gravité des effets. Donc ça donne ce graphique qui est un graphique de communication de crise. Si la probabilité est élevée qu'on ait des dégâts, des impacts modérés ou graves, vous voyez, c'est les zones en rouge. Donc là, il va falloir sérieusement s'attaquer au problème. Or, que se passe-t-il? C'est que, en particulier dans certaines crises, en particulier dans le cas du coronavirus, on ne peut pas avoir même de probabilité. On ne peut pas calculer de probabilité. Et un auteur qui a beaucoup travaillé, ancien, qui a travaillé sur l'incertitude, les risques, etc., souligne que nos connaissances sont souvent très insuffisantes pour évaluer même des probabilités. Quelle est la probabilité qu'il y ait tel événement sur telle épidémie, etc. On ne sait pas en fait.
Et donc, finalement, quand il n'y a pas de mesure du risque, on est dans la zone d'incertitude, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable du tout de mesurer ces probabilités, on ne sait pas. Donc ça, c'est un problème très très important. Pourquoi ? Parce que notre société, et les médias, qui reflètent bien la société en ce sens, ont une grande aversion au risque et, pire encore, à l'incertitude. Donc dire on ne sait pas, c'est quelque chose qui ne peut pas rentrer dans l'analyse. Et pourtant, c'est un fait majeur dans le cas de la polémique qu'on est en train d'étudier. Alors, j'aurai encore quelques minutes avant d'aller dans le cœur du sujet sur, justement, quand on essaye de faire des modélisations, c'est un petit peu comme Discovery, on peut dire, bon, on va faire des modèles, on fait de la modélisation, on va calculer, puis on va voir des analyses mathématiques, entre guillemets. Ça rassure beaucoup, notamment les médias. Alors, il se trouve que, comme je vous le disais au début, j'ai une carrière d'abord d'économiste et je faisais du calcul économique pour France Télécom, en l'occurrence, même pour le CNET, c'était le centre de recherche de France Télécom, on faisait calcul économique sur les innovations dans le contexte des réseaux câblés satellitaires. Est-ce que c'est rentable ou pas rentable ? Puis là, il y avait plusieurs équipes qui faisaient des calculs. Il y avait les équipes de l'école des mines, il y avait les équipes de la Lyonnaise des eaux, l'équipe de la direction générale de France Télécom. Enfin, il y avait plusieurs groupes, 5-6 groupes d'équipes qui faisaient des calculs économiques. Le calcul économique, c'est simple par rapport à une épidémie. Parce que finalement, on doit mesurer les investissements, on dit on dépense tant, et puis ça rapporte tant au cours du temps. Ça paraît excessivement simple. Eh bien, les différents acteurs avaient tous des résultats diamétralement opposés. Donc on avait ces petits modèles qui étaient simples, qui fonctionnaient, et à un moment donné, il y a le groupe de l'école des mines, le centre de gestion scientifique de les mines, qui a dit, bon, les modèles sont faiblement probants. Qu'est-ce que ça veut dire que les modèles sont faiblement probants ? Des modèles mathématiques simples sont faiblement probants. Ça veut dire que dès lors qu'on modifiait de façon marginale un certain nombre de variables du modèle, on obtenait des résultats diamétralement opposés. Et donc cette variation marginale faisait qu'on disait c'est magnifiquement rentable ou c'est pas du tout rentable. Alors pour vous montrer quand même sur quelque chose d'excessivement simple, qu'est-ce que ça veut dire cette variabilité des résultats ou cette faiblement probance ? J'ai utilisé là une système d'équations à deux inconnues qui est donné par Morgenstern, qui est un célèbre mathématicien statisticien, et qui montre avec vous voyez, deux équations, deux inconnues, et il dit on change le résultat au 5e chiffre après la virgule, donc x moins y, je vous laisse lire les équations, c'est très très simple. On change simplement un paramètre au 5e chiffre après la virgule, et on obtient des résultats complètement divergents, deux équations, deux inconnues, on obtient des choses très très différentes. Alors ce que dit Morgenstern, et ça peut peut-être inciter à la réflexion aussi quand on dit on a des analyses d'intelligence artificielle, on a des modèles qui fonctionnent, etc. Sur deux équations, deux inconnues, une petite variation mineure, c'est très très divergent. Et Morgenstern dit sans connaissance des erreurs, l'introduction des données économiques dans des calculateurs à grande vitesse est une opération dénuée de sens. Alors ça permet tout de suite d'établir la relativité de tout ce qu'on peut trouver. Et enfin, je termine cette partie par une plaisanterie qui est rapportée par Gaston Bachelard sur l'expérimentateur. C'est un expérimentateur qui parle et qui dit, à propos d'un expérimentateur, il est sûr du 3e chiffre après la virgule, c'est sur le premier chiffre qu'il hésite. Bon, cette citation, vous voyez, vous amuse un peu, mais elle montre l'ampleur souvent du problème. C'est-à-dire que souvent on a des problèmes qui sont complexes, il y a beaucoup d'incertitudes et ensuite on ne sait pas où est-ce qu'on doit avoir la certitude. Bon, je vous laisse réfléchir pour savoir si vous pouvez voir des liens avec certaines modélisations. Mais maintenant je vais me concentrer évidemment sur le cœur du sujet que je vous présente aujourd'hui, c'est-à-dire les médias et les débats sur la chloroquine. Alors je vais d'abord essayer de dire pourquoi c'est intéressant d'avoir une analyse exploratoire. Alors, je dis analyse exploratoire, pourquoi ? Parce que je dois prendre un certain nombre de précautions sur les résultats que j'ai, et je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi. En tout cas, c'est clair que les médias ont une méconnaissance de fond de ces problèmes, et la question que je me suis posée, c'est y a-t-il une part d'idéologie dans ce qui se passe aujourd'hui ?
Et malheureusement, je dois dire qu'on doit se poser la question encore plus fortement à la suite de cette présentation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un objet d'étude unique parce que... Pourquoi c'est un objet d'étude unique? Parce que d'abord, c'est la période qui est courte, on a une période où il n'y a pas de vérité scientifique, et puis surtout, des médias qui ont de l'idéologie sur des sujets économiques, sur des sujets politiques. Pourquoi pas? Ils peuvent avoir des lignes éditoriales, on sait bien qu'il y a des journaux qui ont telle ou telle ligne éditoriale, et on peut dire, bon, c'est la liberté de la presse, etc. Mais par rapport à un débat scientifique, quand il s'agit finalement à la fin de savoir si on a intérêt ou pas à prendre un traitement donné, je trouve que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, on devrait avoir unanimité. Oui, bon, tout le monde est d'accord, il n'y a pas finalement de polémique là-dessus. Donc c'est un point qui est central. Et par ailleurs, hein, je dois le dire aussi, on aurait pu prendre une autre piste d'analyse, mais ça on l'a pas du tout fait. On n'a pas du tout étudié les intérêts économiques ou financiers. C'est pas du tout dans le champ de ce que je vais présenter aujourd'hui. Alors je reviens sur ce qui se passe pour dire que, vous voyez, j'ai fait ce petit schéma avec une pyramide inversée. On a une toute petite pointe de connaissances, donc qui représente un certain volume d'activité, de réflexion, de publications, ce sont les publications scientifiques, etc. Au-dessus, à partir de là, on a énormément d'informations avec beaucoup d'incertitudes, et puis à la fin, on a de la communication, enfin c'est tout ce qui se dit dans les médias, etc. Avec, et c'est pour souligner l'origine des difficultés, c'est-à-dire qu'on a les réseaux sociaux qui font ce feu roulant de communication, et on va dire que dans ce feu roulant, malheureusement, les médias traditionnels n'émergent pas comme des points de repère suffisamment fiables. Après, je ne vais pas développer toutes ces analyses qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, le rôle des usagers en tant que récepteurs, l'acceptabilité des populations, le médium c'est le message de McLuhan ou encore traditore. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est juste pour dire que tout ça, ça rendrait encore plus complexe l'analyse. Alors, maintenant, l'analyse exploratoire, le corpus et la méthodologie. Alors, bon, il faut rappeler que Internet est le premier moyen d'information en France, ça vous le savez, 64% disent que c'est là où ils ont les principales informations, et les journaux ont un rôle de référence. Un certain nombre de journaux, et c'est à ces journaux qu'on va s'intéresser, un certain nombre de journaux donnent l'information de référence, et on va se poser la question de savoir si ces médias de référence fournissent une qualité de l'information satisfaisante qui nous permet de dire oui, on est à peu près au courant de ce qui se passe et de voir comment ça fonctionne. Alors le problème, c'est comment on va observer et mesurer la production d'informations. Au début, c'était très compliqué. Dans la suite, je vais vous présenter les résultats où je vais comparer 2 journaux suisses et 2 journaux français. Je les ai anonymisés pour plusieurs raisons. Bon, la première, une raison, c'est que j'ai pas envie d'avoir une polémique avec ces journaux. Par ailleurs, notre étude est en cours, je sais pas comment ça va évoluer. Et puis on doit consolider nos résultats. Mais je dirais que l'élément le plus important qui figure pas sur le PowerPoint que vous avez là, l'élément le plus important, c'est que si on commence à se poser la question de savoir si mon analyse sur tel ou tel journal, elle est bonne ou pas bonne, c'est pas ça que je veux faire passer comme message. Ce que je veux faire passer comme message, c'est il serait extrêmement important qu'on soit capable d'analyser les journaux, quel qu'il soit, peu importe que ce soit Monsieur X ou Monsieur Y, mais de réfléchir à une méthodologie qui permettrait de voir si sur les journaux, comment ça fonctionne. Et c'est la conclusion de ma présentation. Donc, comment le débat public a-t-il été éclairé? Eh bien, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris donc les articles en ligne de 2 journaux français qu'on va noter JF1 et JF2, 2 journaux francophones suisses, JS1, JS2. Et dans une premier temps, on a récolté beaucoup d'informations, c'est-à-dire tous les articles dont le contenu porte sur la chloroquine, donc hydrochloroquine, plaquenil, etc. Où est le professeur Didier Raoult, avec un outil qui s'appelle Mention, donc qui en gros surveille tout ce qui se passe sur le web. On a aussi utilisé Lexis, une base de données, les archives des journaux, etc.
On a, avec ces mots-clés, on a donc balayé les informations qui venaient de 92 médias. Donc on a une base de données où il y a tout ça, mais on n'a pas pu le dépouiller, bien entendu, puisqu'on s'est concentré sur deux journaux suisses, deux journaux français. Pourquoi on n'est pas allé plus loin? Parce que ça demande un effort de travail pour dépouiller tout ça qui est assez considérable. Donc, notre période sélectionnée, elle est rappelée ici. On avait, tout au long de la période, sur tous ces médias, on avait 11 000 mentions. On a restreint ensuite le corpus à ces journaux et on avait donc 458 articles dans ces 4 journaux. À partir de là, on a utilisé aussi les abonnements pour aller lire le contenu des articles. Alors, on n'a pas lu le détail des 458 articles, mais on a vu assez vite qu'il y avait des articles qui étaient superficiels, donc des articles où le mot chloroquine ou le nom Raoult apparaissait, mais c'était pas l'objet principal. On a retenu in fine 187 articles au total, qui étaient des articles quand même avec pas mal de substance sur les sujets qui étaient indiqués. Alors, je ne vais pas vous faire la chronologie, mais bien entendu, on avait toute cette chronologie avec des événements qui nous servaient de repère. Hein. Un article qui paraissait le 23 mars, c'était pas comme un article qui paraissait le 23 avril, etc. Donc on avait cette chronologie qui nous permettait de temps en temps d'aller voir ce qui se passait au moment, parce qu'on n'avait pas toujours en tête tout ce qui s'est passé au moment on dépouillait. Donc voilà pour cette chronologie. Et par ailleurs, enfin, pour prendre encore une précaution, bien entendu, on veut pas interférer avec la liberté éditoriale des médias, parce que ils pourraient dire de toute façon, voilà, on a pris telle et telle position, c'est notre liberté, etc. C'est pas le problème que ce soit leur liberté. Il faut que cette liberté soit absolument conservée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, il est du rôle des chercheurs, des citoyens, de qui le souhaitent, d'essayer d'aller dans la direction d'une approche de la qualité de l'information. C'est-à-dire, autant les médias doivent être libres, autant les citoyens, les chercheurs peuvent dire quelle est la qualité de cette information, comment ça se passe, etc. Or, bien sûr, dans le cadre de la Covid-19, ce qui est attendu, c'est que les médias vulgarisent des débats scientifiques sur la base d'une bonne qualité de l'information. Alors, ça veut dire aussi une information qui est donnée sans a priori. Alors, on arrive cette fois-ci absolument au cœur du sujet. Donc, on va essayer de voir si l'information qui est produite par les médias répond à des principes éthiques, des principes déontologiques. On avait en tête différentes théories, différentes approches déontologiques du journalisme, etc. Et en fait, on a dit on va prendre maintenant, on a un peu tâtonné pour ça, puis on s'est dit on va prendre 3 critères. Le premier critère, c'est qu'on va se poser la question de savoir si quand tel journal publie un article, si la sélection du sujet est pertinente. Donc, est-ce que le journal fait un tri satisfaisant? Donc ça, c'est un premier critère. Je vous donne tout de suite la réponse. On va voir que c'est à peu près plus ou moins bien fait. Enfin, c'est plutôt bien fait sur ce premier critère. Mais la chose la plus intéressante, où on a petit à petit creusé et on est arrivé à des résultats qui nous ont intéressés de plus en plus, on s'est intéressé à ce qu'on appelle le frame. Bon, le frame parce que c'est les anglo-saxons qui ont développé des anglo-saxons qui travaillent chez les médias qui ont développé des théories là-dessus. Le frame, qu'est-ce que c'est? C'est le cadre. Et là, on a trouvé des choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire que comme les articles étaient en ligne, qu'est-ce qu'on appelle le cadre? Bien, on va dire qu'il y a beaucoup de choses dans le cadre, mais il y a par exemple le cadre et l'ambiance de l'article, si vous voulez. Il y a par exemple des verbes, professeur Raoult allègue que, ça a un sens, alors que si vous dites il indique, c'est autre chose. Vous avez des amalgames. Alors on a découvert que l'amalgame était quelque chose d'extrêmement porteur sur Internet, parce que quand vous avez un article sur Internet, vous pouvez avoir un article extrêmement sérieux, et puis au milieu, vous avez un petit insert, vous avez un lien. Pourquoi tel Américain qui a bu de l'eau de Javel est mort? Donc on fait le lien là-dessus. Et vous avez sans cesse des choses de ce type-là. Donc ça, vous voyez que ça donne une ambiance. On a aussi des photos. J'ai eu des photos qui peuvent être... on peut faire une analyse sémiologique sur les photos qui accompagnent. Bref, avec ces articles qui sont proposés en ligne, vous avez tout un environnement
qui va permettre de réfléchir sur le cadre. On a réfléchi sur le cadre, et je vais vous dire dans quelle mesure on a réfléchi. Enfin, troisième point, alors, pour ces deux premiers critères, on a mis des notes de +3 à -3. Alors, qui ont, c'est les trois auteurs de l'article. Ça fait partie du point faible sur lequel on est en train de travailler maintenant. Des fois, on avait des divergences, mais j'en ai des solutions pour que scientifiquement, ça soit un peu béton par la suite, cette chose-là. Mais aujourd'hui, c'est pas encore béton. Mais en gros, on a dit de -3 à +3. -3 pour la sélection du sujet. Ce sujet est vraiment pas bon. Alors, je vais vous donner un exemple. L'idée, c'est quand un grand journal, un grand média de référence publie quelque chose sur la chloroquine, on a trouvé que c'était -3 s'il parlait de telle association de joueurs de jeux vidéo qui avaient pris l'effigie du professeur Raoult. Bon, ça nous paraissait pas absolument incontestable du point de vue de la qualité journalistique. On pourrait en discuter, hein, ils peuvent répondre que de toute façon c'est très bien parce qu'ils vont attirer tel public. Donc les résultats sont relatifs, bien entendu. Mais voilà, donc la sélection du sujet de -3 à +3, le cadre de -3 à +3, et la tonalité, qu'est-ce que c'est la tonalité? Mais on s'est dit à la fin de l'article, on a plutôt une opinion favorable ou une opinion défavorable à la chloroquine du professeur Raoult, et quand on ne sait pas, on a mis 0. Alors voilà comment on a donc bâti notre travail. Alors voilà les résultats. Là, on a un premier journal français, JF1, et c'est la sélection des sujets. Après, je vous donnerai une synthèse sur les 4 journaux et les 3 critères qu'on a fait, mais c'est pour entrer étape par étape. Donc vous voyez que sur la sélection des articles, on peut dire que les articles sont quand même pertinents dans 80% des cas. C'est plutôt assez élevé, mais même si on peut observer pour les 2 journaux suisses qu'on avait, c'était plutôt presque 100%. Mais bon, donc il y a ça c'est pour le journal français numéro 1 en ce qui concerne la sélection des articles. Ensuite, les frames. Alors là, les frames, ça devient quand même gênant parce que vous voyez qu'on a dit frame adéquat. Alors adéquat, ça veut dire dans nos notes, c'est +3, +2, +1, etc. quoi. Et puis inadéquate, c'est de l'autre côté. Donc, contestable, on a dit contestable. Sur le journal français qu'on a observé, c'est adéquat dans 31% des cas. Ça veut dire qu'il y a 69% de notre point de vue qui sont pas extraordinaires. Le journal suisse en question, il est aussi, hein, il y a des moments où on peut discuter, il est à 53% adéquat, à 47% pas adéquat. Mais ça peut, si vous voulez, la question c'est qu'on peut aussi admettre que peut-être on est parti pris, etc. Donc peut-être que ça, mais quand on est à 70%, c'est quand même, on est un peu loin de l'équilibre. Voilà, c'est ce qu'on a considéré. Alors, j'ai parlé des amalgames. Bon, les autres amalgames aussi très fréquents, c'est Trump, c'est Bolsonaro, etc., qui étaient aussi incertes. Le professeur Didier Raoult promeut la chloroquine, Bolsonaro aussi, quoi. C'était souvent, voilà ce qu'on appelait un frame qui n'était pas très sain du point de vue du débat scientifique. Mais le résultat le plus spectaculaire, finalement, c'est celui qui est là. C'est-à-dire que là, on a comparé les 2 journaux français. Et sur les 2 journaux français, vous voyez que ce qui est vraiment préoccupant, sur le premier journal français, ce que vous avez là, c'est le cumul des tonalités. C'est-à-dire que si la tonalité est positive, on met +1. Et puis, s'il y a un deuxième article, ça fait +2, +3, +4, ou après, ça fait 4, 3, 2, 1, 0, -1, -1, etc. Et ce qu'on voit dans le journal français JF1, c'est que, à part au tout début de période, il y a des articles qui sont tout le temps négatifs. Tout le temps, il y a une tonalité qui ressort qui est tout le temps négative. Alors là encore, ça peut être notre appréciation qui est contestable, mais on a ça pour le premier journal français, alors que vous voyez le deuxième journal français, on a au contraire une vague où ils sont plutôt positifs. Après, c'est quand on approche vers la période avec le Lancet, etc., évidemment, ça pose des problèmes, ça reste stagnant vers la fin. Mais voilà, donc, si vous voulez, cette dynamique des tonalités d'un journal qui n'est pas un journal marginal, bien entendu, hein, c'est pas un journal de seconde zone qu'on a étudié. C'est pas non plus un cas isolé, parce qu'on n'a pas pu faire beaucoup de journaux, mais je pense qu'on pourrait assez facilement prendre 3, 4, 5 journaux, enfin on pourrait en prendre pas mal, et probablement il y aura un certain nombre qui se rapprocheraient de JF1. Donc,
ce cas nous a beaucoup interrogés. On s'est dit qu'il y a un problème là qui est important. La synthèse de ces critères, c'est la suivante. Vous voyez le journal JF1. Alors là, j'ai calculé non pas le cumul, ce qui est en gris, c'est pas le cumul des tonalités, c'est le taux de défavorable. Hein, c'est le nombre de favorables sur la somme favorable plus valeur absolue défavorable. Enfin, donc c'est la somme c'est un taux. Donc vous voyez que en résumé, JF1 a 80% de sujets à peu près bien sélectionnés, seulement 31% d'articles avec un cadre satisfaisant, et seulement 8,5% de tonalité favorable. Sachant que la moyenne, ça serait 50. Hein, ça serait 50 sur 100 qui serait, si on avait 50 sur 100, la moitié qui serait favorable, ça serait 50. Le journal, alors je vois qu'a disparu le second journal, je pense que c'est le second journal français. Non, le second, pardon, excusez-moi. Le second journal qui est là, c'est le journal suisse numéro 1, parce que je vois qu'il y a eu un petit problème dans le graphique, mais le second graphique, c'est le journal suisse, 100% de sujets corrects, 53% de cadres favorables et un taux de tonalité favorable qui est de 21%. Ça, c'est le premier journal suisse. Le deuxième journal suisse, c'est 100% pour la sélection des sujets, 100% pour le frame et un taux de favorable de 38%. Et enfin, le dernier graphique, c'est, contrairement à ce qui est marqué, c'est JF2, le second journal français que j'ai déjà cité, qui a 87% de sélection pertinente, 49% de frame adéquate, et 46% de sujets à peu près favorables, donc un équilibre, c'est ce que vous avez vu dans le graphique finalement précédemment. Voilà pour les résultats. Donc, en résumé, ces résultats, c'est qu'on a quand même un frame très différent selon les journaux. On a quand même l'impression qu'il y a plus de recul de la part des journaux suisses que des journaux français, que ce soit sur le frame ou sur le taux de positivité ou favorable ou défavorable par rapport au professeur Didier Raoult. Et alors là, on glisse vers une question qu'on s'est posée, mais je ne vais pas vous donner de réponse cette fois-ci qui sera quantifiée, mais on glisse sur la question de l'idéologisation de l'information. Et ce que je voudrais vous dire maintenant par la suite, c'est comment, en tout cas dans ce qu'on a prévu de faire, on va pouvoir avancer dans cette direction, c'est-à-dire l'idéologisation de l'information. Cette question se pose dès lors qu'on voit qu'il y a un frame contestable avec une grande dynamique de tonalité négative. Alors, on en arrive à cette conclusion, c'est-à-dire que ce sur quoi je veux insister ici dans cette dernière partie, c'est qu'on parle beaucoup de misinformation, de fake news, etc. Mais il me semble que l'idéologisation, c'est beaucoup plus grave, je vais vous dire pourquoi, que tout cela, parce qu'on parle de tout cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, quelles sont les conséquences? On vit dans un monde de fractures. Alors par rapport aux médias, je ne vais pas commenter ce graphique qui est assez complexe, on va passer 5 minutes là-dessus, mais ce graphique, il indique simplement, pour parler des fractures, qu'en gros, les vieux de plus de 55 ans et plus, dont je fais partie, donc les vieux regardent la télé et les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une enquête qui a été faite par Reuters Institute de l'Université d'Oxford, qui donne les principales sources d'information. Donc déjà, si vous ajoutez tout ce qu'on vient de voir d'une certaine idéologisation, enfin on va voir après ce qu'on peut en dire, mais si vous ajoutez ça sur une base où vous avez déjà des fractures qui sont celles-là, ça c'est des fractures d'usage. Après, vous avez des fractures qui sont de la perte de confiance. Donc ça, c'est une étude qu'on a fait nous-mêmes avec la radio-télévision suisse romande. Je crois qu'on avait 10 000 jeunes suisses romands, donc de Genève, Lausanne, etc., tout autour du lac Léman. Donc on a nous-mêmes récupéré cette enquête, on a fait nous-mêmes cette enquête avec la télévision suisse, et ce qu'on obtient, c'est que chez les jeunes 18-34 ans, il y a seulement 24,4% de confiance dans les médias. Donc vous avez des clivages d'usage, vous avez des problèmes de confiance qui sont quand même très importants. Vous voyez qu'en Suisse,
les jeunes Suisses romans font confiance à la police, à l'école, à la justice en gros, mais pas aux médias en tout cas, et pas aux politiques non plus, et pas aux institutions religieuses. Bref, mais ça c'est des résultats qu'on retrouve partout. J'aurais pu vous citer des résultats. Voilà d'ailleurs des résultats pour la France. La confiance dans les médias en France en général. Sur les news en général, c'est 23%, donc ça c'est une étude qui vient de sortir du Reuters Institute. Sur les news en général, c'est 23%. Et vous voyez que sur les news que les gens regardent eux-mêmes, sur leurs propres news qu'ils ont sélectionnées, ils n'ont qu'une confiance de 34%. C'est extrêmement faible. Alors, dans ce cadre-là, si vous voulez, il n'est pas étonnant qu'on ait que la société de misinformation prospère. Alors, c'est quoi la société de misinformation? Je ne vais pas rentrer dans des débats terminologiques. Il y a aussi bien de la mauvaise information qui est volontaire avec de la désinformation. Il y a les fake news. Le débat, la richesse et les nuances terminologiques sont assez grandes. Il y a des études qui ont été faites. Je vous les cite juste pour mémoire, mais pour dire que le cadre de misinformation est aujourd'hui inhérent au système numérique digital dans lequel on vit. Et il y a même eu un rapport où le Pew Research Institute, qui est un des grands centres de recherche dans le domaine, a interrogé 1166 experts pour savoir s'ils pensaient quand dans une période de 10 ans, on allait pouvoir contrôler et améliorer ces systèmes-là, notamment avec des technologies, etc. Leur réponse est non. Donc finalement, on est durablement dans un monde de misinformation. Et on a d'autres phénomènes qui sont pires, c'est-à-dire qu'on a aussi des pseudo-connaissances qui circulent sur la base de connaissances. Bref, les moyens de faire prospérer des choses qui sont pas vérifiées ou qui sont erronées, dans un monde d'incertitude qui est celui que je vous ai présenté en début, est absolument considérable. Alors, un exemple de misinformation entre fake news, désinformation, information erronée. Bon, il se trouve qu'on a aussi travaillé avec le professeur Pittet, et simplement, je cite ce qu'il nous a dit, je cite de mémoire, mais en gros, vous savez qu'il est un des promoteurs des solutions hydroalcooliques, et ce qu'il disait simplement, c'est qu'il y avait une étude scientifique qui disait, je crois que c'était dans Science, mais ça il faudrait vérifier, mais il y avait une étude scientifique qui disait qu'en gros, si on se mettait du produit hydroalcoolique sur les mains, qu'on touchait les notes de restaurant avec ses mains, et qu'à chaque fois on allait manger une frite et puis on faisait ça sans arrêt, ça allait avoir un effet catastrophique pour une femme qui serait enceinte. Bon, le problème, c'est que quand vous allez au restaurant, vous mettez pas de la solution hydroalcoolique, vous mangez pas une frite, vous touchez pas les notes de restaurant. Et à partir de cette étude, il y a eu une campagne médiatique qui disait attention, la solution hydroalcoolique, alors c'était avant le coronavirus, donc attention, il y a des dangers extrêmes à utiliser les solutions hydroalcooliques, et pour les femmes enceintes, c'est une catastrophe, etc. C'est pour vous indiquer comment, sur des bases d'informations qui sont justes, finalement, oui, c'est vrai que si vous trempez votre main dans la solution hydroalcoolique, vous allez toucher des notes de restaurant, et puis vous mettez des frites et vous les mangez une par une et vous faites 10 fois d'affilée, c'est pas très bon. Ça c'est sûr. Mais vous voyez ce problème, comment on diffuse des fausses informations sur la base d'informations qui sont réelles. Alors, il y a aussi une étude extrêmement intéressante qui a été produite par le MIT il y a 2 ans, je crois, et qui indique que le mensonge, alors là, ils ont fait toute une méthodologie pour montrer que le mensonge se diffuse plus loin, plus vite, plus profondément et plus largement que la vérité. Et ils ont même évalué, alors je ne sais pas comment ils ont fait les calculs, je suis pas allé vérifier la méthodologie, la vérité, mais 6 fois plus de temps que le mensonge pour atteindre 1500 personnes. Bon, voilà donc des éléments de repère. Alors par rapport à ça, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'il me semble que l'idéologisation est un problème encore plus important? On est dans ce cadre-là, mais pourquoi est-ce que l'idéologisation de l'information est encore plus importante? Alors d'abord, nous-mêmes, on a travaillé sur des graphiques, enfin on a produit des graphiques de ce genre-là qui montrent que finalement la production d'informations de qualité, en tout cas faite par des professionnels, a tendance à diminuer parce qu'il y a quand même, il faut rendre ça aux médias, les journalistes, il y en a de moins en moins des journalistes professionnels, il y a une crise des médias, etc. Donc il y a forcément une baisse d'une production d'informations professionnelle entre guillemets, et puis finalement on a laissé le champ ouvert à toutes sortes d'informations produites un petit peu partout, et comme la nature a horreur du vide, il est facile de comprendre, je vous renvoie aussi à la petite pyramide inversée du début, le vide il est occupé par des fake news, par de l'information en boucle, etc. Et donc finalement ça laisse une part toute petite pour les connaissances et pour la vérité.
Alors, sur l'information de qualité, nous, on a travaillé. Il y a des travaux qui sont faits par l'Université de Zurich qui sortent chaque année, hein, qui sont très, très intéressants, mais qui sont pas dans les orientations que nous, on a pris ici. Nous, on a réfléchi aussi par rapport à la qualité d'information en utilisant les critères d'Habermas, d'information intelligible, véridique, sincère, juste, etc. Ça, c'est une piste sur laquelle on a travaillé. Et ce qui nous paraît important par rapport à l'information de la qualité, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une reconnaissance de la profession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que l'information, que la profession, il faudrait qu'on reconnaisse la profession. Enfin, il faudrait qu'on évalue bien que des journalistes de qualité, comme disait Didier Raoult en début de séance, si on avait pu former des journalistes scientifiques vraiment d'un très bon niveau, médicaux, qui étaient capables de retracer les débats, ben, ça serait très important. Et il y en a quand même, mais voilà, le problème, c'est quel est le pourcentage de journalistes de ce type-là. Donc, reconnaissance que cette profession-là, sous cet angle-là, serait extrêmement important. Et reconnaissance par la profession, ça veut dire que la profession reconnaisse que le sujet est d'importance. Alors, par exemple, pour vous montrer qu'il y a des bonnes nouvelles, par exemple, Tamedia, qui est le premier groupe d'information en Suisse, a produit son propre manuel de qualité de l'information. Et pour tout vous dire, certains des critères qu'on a utilisés du frame, on s'est un peu inspiré de ces critères pour dire, voilà, ça correspond pas tout à fait. Et c'est le CIO de Tamedia qui lui-même a signé. Alors après, si vous allez interroger les journalistes de Tamedia, disons qu'ils sont plus réservés quant à la déontologie, à l'éthique, etc., mais sur qui se pratique ou pas dans l'intérieur du groupe. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Alors, en quoi peut-on considérer qu'il y a un problème de risque d'idéologisation de l'information? Eh bien, le public devrait avoir des données objectives et surtout des données non biaisées sans a priori. Or, qu'est-ce que c'est que l'idéologisation? L'idéologisation signifie des analyses, des discussions, des représentations orientées de la réalité. Alors, ça prend l'idéologisation, ça prend l'apparence, enfin, ça prend la forme de vérité établie. Moi, à plusieurs reprises, j'ai vu des journalistes qui disaient non, là maintenant, depuis qu'il y a eu tel événement, on peut plus écouter tel ou tel chercheur. Il est plus crédible. Quoi qu'il dise, il peut dire que des bêtises. Donc, on n'est pas capable de dire bon, il y a un moment où des gens peuvent s'omper, il peut y avoir des évolutions de la science, etc. Donc ça, c'est un vrai problème parce que c'est une forme qui est dictée par une idéologie. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'à mon avis, c'est pire que les fake news et la désinformation. Pourquoi? Parce que si on avait des médias de référence, je veux dire, il n'est pas nécessaire de courir après les fake news et les informations. Il vaudrait mieux avoir des médias de référence dont on se dit c'est dans un média, ça a une qualité, c'est avéré, on peut leur faire confiance. À partir du moment où ces médias-là ne font pas vraiment ce travail-là, ou ne sont pas reconnus comme tels, eh bien, c'est un problème, et donc c'est pire encore que la désinformation, parce que la désinformation, la misinformation sur les réseaux sociaux, etc., on va pas pouvoir l'arrêter. Mais si les médias de référence eux-mêmes sont soumis à je dirais que si on a une certaine crainte par rapport à leur objectivité, eh bien là, le problème est extrêmement grave. Alors, la conclusion, c'est pour une écologie des médias. Alors, bon, j'avais écrit un livre il y a quelques années, enfin coordonné un livre il y a quelques années, pour dire qu'il fallait absolument essayer de mesurer les pollutions informationnelles. Vous voyez que c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire, et puis je retrouvais cette citation. On se retrouve dans la situation de l'ouvrier du XIXe siècle qui verrait de la fumée s'échapper des cheminées, mais qui serait incapable de porter un diagnostic sur les effets de la pollution provoquée par cette fumée. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie en général. Il serait effectivement extrêmement important qu'on commence à avoir des éléments d'écologie des médias, c'est-à-dire de repérer les grandes pollutions informationnelles. On en est loin. Cet exercice exploratoire est donc une première application. Qu'est-ce qu'on peut dire sur si on veut juger les limites? On peut dire que le corpus, le codage manuel, etc. pourrait être discuté. Je ne pense pas que le corpus puisse être discuté véritablement beaucoup. On peut dire qu'on a oublié quelques articles ici et là, mais sur 187, je ne pense pas qu'on ait eu un taux d'erreur de plus de 5%. Par contre,
on voudrait aller plus loin. Alors, pour vous indiquer comment on peut aller plus loin, on est en train de le faire, on a commencé à faire, on peut analyser déjà le discours et le contenu sur les articles les plus significatifs. C'est ce qu'on est en train de faire. On prend les 10 articles qui nous paraissent les plus critiquables, et là-dessus, vous voyez qu'on peut regarder les images, les inserts positifs, négatifs, les titres et intertitres, les styles ironiques et l'expression, les amalgames, les verbes, adjectifs péjoratifs ou non, la ponctuation, les points d'exclamation, etc. Et ça, par contre, on le fait article par article. Donc le problème, c'est que c'est long, mais si on fait ça article par article et qu'on démontre que dans notre liste du journal JF1, je crois qu'on a une 50aine d'articles et qu'on prend les 10 et qu'on arrive à montrer que les 10 sont vraiment quand même, posent vraiment des problèmes qui sont complètement avérés, ce qu'on n'a pas fait là. Jusqu'à présent, vous avez vu qu'on a fait une analyse quantitative, mais quand même assez rapide. Là, on a une analyse qualitative qui se profile. Et puis, on peut aller plus loin, parce que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à des systèmes qui sont un peu reproductibles. Pour aller plus loin, on peut développer une méthodologie qui va intégrer des évaluations indépendantes de la nôtre. Pour ça, c'est assez simple. Il suffit de donner des articles à un certain nombre de lecteurs extérieurs qui vont remplir une enquête, qui vont dire oui, la tonalité est positive, négative, le frame nous paraît pas terrible, etc. Et là, on aura, je dirais, des résultats. Alors, quel est l'enjeu de tout ça ? Eh bien, c'est un petit peu de faire progresser l'écologie des médias et, à mon avis, de faire progresser ce que j'ai appelé la contestabilité des médias. Alors, qu'est-ce que c'est que la contestabilité des médias ? Là, je me réfère à l'économie. En économie, il y a un grand économiste mathématicien qui s'appelle Baumol. Et quand il y avait le débat aux États-Unis sur le démantèlement d'AT&T, il disait on peut démanteler le monopole, mais il a démontré, cet auteur, Baumol, a démontré mathématiquement que c'était aussi bien de faire en sorte qu'il soit contestable. C'est-à-dire, il disait, c'est pas peine de le démanteler, il suffit de dire au monopole, attention, si vous n'êtes pas gentil, si vous n'êtes pas sérieux, on va vous mettre de la concurrence. Donc il était contestable. Là, je pense qu'il faut que les médias soient contestables. C'est-à-dire qu'il faut que il faut qu'on réussisse à produire des études sur les médias quand il y a des choses qui vont pas. Il faudrait que ça devienne quelque chose qui se répand petit à petit. Enfin, ça existe ici et là, mais il faudrait que ça soit plus fort pour qu'on dise là il y a un problème avec les médias. Là, les médias sont allés un petit peu trop loin. Alors, pour terminer, juste quelques citations qui me plaisent bien. C'est d'autant plus important que, comme le disait l'écrivain Chateaubriand, la presse, c'est la parole à l'état de foudre, c'est l'électricité sociale. Ou encore Balzac qui dit la presse est un quatrième pouvoir qui s'attaque à tout et personne ne l'attaque. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas de l'attaquer, mais il s'agit de donner un peu de contestabilité sur les médias. Et enfin, une citation de Jean Daniel, la meilleure manière de protéger les journalistes contre la tentation d'un abus de leur pouvoir, c'est d'entretenir un débat permanent sur leurs responsabilités. Vous voyez que c'est bien ce que j'ai esquissé ici. Et puis, puisqu'on est dans les lieux de l'IHU et qu'on cherche une vérité, on peut espérer que on a beau faire, la vérité s'échappe et perce toujours les ténèbres qui l'environnent. Donc voilà, c'est un petit peu la thèse du professeur Raoult, c'est-à-dire que tôt ou tard la vérité va percer les ténèbres qui l'environnent. Donc on verra ça dans les prochains mois. Voici des éléments de bibliographie et je vous remercie.